Question d'actualité, c'est maintenant. Question d'actualité, c'est maintenant. Parole de foi média. L'actualité. Actualité. Monsieur Monga Pythagore, bonjour. Bonjour, monsieur Paul Kabob. Vous êtes le vice-président de l'association des exploitants forestiers du Grand Katanga. Cela fait 6 ans que la coupe de bois est interdite dans cet espace. Vous estimez qu'il est grand temps que cette mesure soit levée. Pourquoi? Nous estimons que cette mesure soit levée. Le plus tôt serait le mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un désordre au niveau de ceux-là qui sont en train de décimer et de carboniser. Alors, on risque de couper même le bois en question pour la mettre en train de faire la braise. Et ça serait aussi un manque à gagner et ça va nous coller à la peau. Parce que la suspension de la dite coupe, c'est quand nous avions payé les permis à l'époque, en 2017. Le permis qui était de 2500 et ça a été réajusté à 12 500 dollars américains parce qu'il y avait l'ancien gouverneur, le défunt gouverneur Kazembe, avait demandé à l'Assemblée provinciale de pouvoir voter et de faire un édit dans ce sens-là parce que la province disait qu'elle ne voyait pas clair. Bon, aujourd'hui, après avoir payé de 12 500 dollars, 2 mois, on a suspendu la coupe, la commercialisation et son exportation. Et ce qui fait qu'il y avait des gens qui avaient déjà commencé à couper et on a suspendu brusquement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une misère infernale. On ne comprend pas pourquoi, parce que non seulement que les gens avaient payé les permis de coupe, mais les gens avaient aussi commencé à faire les démarches sur les permis d'exportation au niveau de Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'on disait que c'était d'abord, c'était pas une interdiction, c'était un communiqué qui était passé à la télé par l'ancien directeur de cabinet de l'ancien président de la République, M. Némi Mouilagna, qui avait dit c'est juste une suspension momentanée, le temps de vérifier ceux-là qui ont les documents et ceux-là qui n'en avaient pas pour remettre de l'ordre dans le secteur. Donc c'était juste momentané. Donc ça pouvait prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et c'est pour ça que vous estimez que c'est une décision plutôt politique qu'économique? Oui, c'était une décision politique. Et ça n'avait pas sa raison d'être et de prendre aussi longtemps parce que les techniciens de l'environnement étaient là, notamment le ministre lui-même de l'époque, Atis Kabongo, était accompagné du directeur de cabinet. Donc il pouvait d'abord parler en apartheid pour dire que voilà, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesure, à la place de quitter directement dans le conseil de sécurité avec le gouverneur et tout le monde qui était là. Et à la sortie de l'audience, il bascule ça directement aux médias. Voilà, j'ai mis tous les exploitants forestiers à la disposition du parquet général. Et quand on a mis tout le monde, c'était commencé à vider les dépôts. Donc, vous comprenez au moins. De bois qui existaient, qui attendaient l'exportation, donc oui. Le bois de 2016. Et à l'époque, il est apparu dans la presse que le côté gouvernemental vous reprochait aussi une coupe désordonnée et non sélective. Oui, s'il y avait coupe désordonnée et non sélective, il devait se rabattre auprès des techniciens parce que les techniciens de l'environnement, ils ont tous les éléments. Ils peuvent voir, chaque territoire, il y a un superviseur qui a aussi ses collaborateurs. Et ils vont voir le chef coutumier parce que vous ne pouvez pas entrer dans la forêt pour couper si le chef coutumier ou le chef secteur n'a pas donné son aval. Donc il faut qu'il y ait l'aval du gardien de la forêt, donc le chef coutumier. Et automatiquement, ils pouvaient retracer ceux-là qui coupent abusivement en dehors des exploitants illicites. Et si on parlait par exemple des essences rares, notamment le bois rouge, qui semble-t-il est en état d'épuisement? Non, si on dit que c'est un état d'épuisement, je crois que là on tape à côté. Et puis ce n'est pas l'essence rare ou en voie de disparition. Quand vous allez en forêt, vous allez voir jusqu'aujourd'hui, là où nous avions coupé, c'est en train de bourgeonner déjà. Parce qu'on coupe à ras de sol, on coupe à 1 mètre, 1 mètre et demi. Et il y a des essences qu'on trie par rapport au dimensionnement. On ne prend pas moins de 25 ou moins de 30 cm sous aubier. Alors, la demande, c'est ce qui fait que nous coupons selon la demande de l'acheteur. Et on respecte les normes. Alors, si on dit que c'est en voie de disparition, eh bien, je suis très ravi. Le fonds forestier est là.
ça peut pousser par bouture. Le Pterocarpus, dit bois rouge. Le bois rouge, c'est parce que ça, c'est une sève rougeâtre. Évidemment, dans sa défense, le syndicat des exploitants forestiers estime qu'il paye beaucoup de taxes à diverses structures de l'État. Mais dans d'autres pays, on a vu le même syndicat s'organiser pour créer des forêts en périphérie des villes et même en forêt profonde. Pourquoi vous ne le faites pas, vous? Pour le faire, nous reboisons d'abord directement. Parce que quand je veux couper le bois, je coupe ma taxe d'abattage auprès de 2 structures de l'État, à la DRH4 et au Fonds forestier national. Je suis taxé par mètre cube selon le taux qui est fixé par le Fonds forestier national. Je paye 50%, 50%. Moi qui abat, qui fait l'exploitation locale, je paye. L'exportateur qui doit exporter, quand je lui vends, il doit préparer le lot. Quand le lot, avant que ça ne sorte, l'OCC vérifie, il y a un prix mercurial. Le volume qu'il aura, s'il a 1000 mètres cubes, si la valeur marchande est de $300 le mètre cube, il a $300 000 et il doit payer le 4% pour le reboisement au Fonds forestier national. Ça, c'est le Fonds forestier qui prend directement. Il ne partage avec aucun service. Ça, c'est lui qui prend pour reboiser. Et qui paye, c'est celui qui exporte. Moi, qui avais coupé, qui était l'exploitant local, j'ai déjà payé, j'ai fait ma part. Et l'exportateur aussi fait sa part. Alors, qui dirait encore que j'aille refaire, au moins si je le fais dans mes propres projets, oui, mais j'ai déjà fait ma part. Mais justement, est-ce que peut-être, même si ce terme-là n'est pas économique, par bonne foi, vous ne pouvez pas avoir des parcs avec des jeunes plantules à replanter le cas échéant? Quelqu'un d'autre que vous en a? On avait fait déjà des propositions au niveau de la province. Ils ont notre cahier des charges et on avait conscientisé les membres. Mais ça sera, nous allons gérer cela avec la province. Lorsqu'il y aura la levée de la mesure, on va travailler en commun accord. On a déjà déposé. C'est du concret? Bien sûr, c'est du concret parce qu'il y a un protocole d'accord à ce sujet. Déjà signé? On va les signer et on a dit que nous allons les signer une fois qu'on va lever la mesure. Mais on a déjà déposé notre projet auprès du commissaire en charge de l'environnement, ici en province, M. Serge Magoma. C'est déjà sur sa table. Et une fois qu'il y aura la levée de la mesure, maintenant nous allons nous mettre ensemble, voir comment est-ce que nous allons travailler avec les techniciens de l'environnement, ainsi que de son ministère, ainsi que de notre association. Et c'est nous qui allons préfinancer, mais nous avons demandé que la province puisse donner des terres. Mais vous l'avez évoqué en début de cette interview, la décision avait été prise à l'époque par le directeur de cabinet de l'ancien chef de l'État, et vous pensez qu'une telle décision peut être cassée en province? Bon, d'autant plus que c'était verbal, c'était une mauvaise décision. On ne gère pas l'administration sur le plan verbal, ça devait être écrit. Il a donné juste des injonctions et puis après il y avait des communiqués qui passaient pour la suspension tout court. Chose qui n'était pas normale dans un pays démocratique, un pays où on doit faire respecter la loi. La loi, oui. Pourquoi vous n'avez pas saisi la justice? Vous n'avez pas confiance? On a confiance, mais il y a un problème de lenteur aussi, le temps que ça va prendre. C'était une haute autorité de l'époque et il pouvait donner ses arguments autres. C'était l'oreille et les yeux du chef de l'État de l'époque. Donc il y avait toujours des arguments où le ministre ne pouvait pas outrepasser. On devait suivre des injonctions. On ne sait pas pourquoi il avait pris une telle décision. Est-ce que sa venue ici en mission, c'était à l'ordre du jour pour la suspension? On ne savait pas. Donc jusqu'à aujourd'hui, on est resté un peu sur notre soif de savoir la réalité de cette interdiction brusque. Vous avez aussi parlé de plusieurs milliers de personnes qui travaillent pour votre compte. Combien sont-ils? Dans l'ensemble, on avait fait une estimation de plus de 15 000 ménages. Quand je dis 15 000 ménages, c'est quand nous prenons tous ceux-là qui travaillent dans ces secteurs-là. Il y a des opérateurs, il y a des coupeurs, il y a des transporteurs. Donc l'ensemble de toutes ces personnes, c'est ce qu'on a estimé à 15 000 par rapport aux distances de chaque territoire
et là où il y avait aussi des exploitants. Dernièrement, le gouvernement provincial a pris la décision de redonner la décision de la gestion des espaces forestiers aux groupes communautaires. Pourquoi vous ne traitez pas avec ces personnes-là à qui revient maintenant ces forêts-là? Non, non, tout ce temps ici, c'était toujours des forêts communautaires. On était en train de négocier avec eux. On avait des cahiers des charges. On a signé des cahiers des charges parce que c'est leur forêt à eux. On se soumettait aux prescrits du code forestier. On ne travaillait pas sans leur aval. D'abord, on obtenait le cahier de charges. Ils nous disaient ce qu'ils voulaient et on se mettait d'accord, on signait. Ça, c'est notre point qui ne figurait même pas dans l'exploitation. Donc, je paye encore. Je peux construire une école, un centre de santé, tout ça. Vous avez construit des écoles, des centres de santé et d'autres. Où, par exemple? Quand vous allez à Kilwa, vous allez voir. Quand vous allez dans le territoire de Kasenga aussi, vous allez voir. Donc, c'est palpable et c'est visible. Et ces structures-là fonctionnent toujours? Oui, on a remis ça à la communauté. C'est la communauté qui gère. Nous, on construit, on leur laisse la gestion. Donc, on les accompagne par la gestion. Peut-être il y a d'autres structures, ou les ONG, ou soit le gouvernement. Et vous pensez que cette mesure peut être levée dans les jours qui viennent, ou bien il y a des lenteurs? Nous souhaitons bien. C'est pour cela qu'on a lancé un cri d'alarme auprès du chef de l'État, du président de la République. Qui a répondu? Je crois qu'il va répondre dans les jours qui suivent. Vous l'avez écrit? On l'a écrit. On l'a écrit officiellement et on a mis en ampliation le Premier ministre ainsi que le ministre des tutelles de l'environnement et les gouverneurs de province, des 4 provinces. On va peut-être terminer par là. Est-ce que cette fois-ci, les exploitants forestiers vont vraiment, de leur propre chef, créer des forêts si c'est possible, comme on le voit en Tanzanie ou au Kenya et ailleurs? Bien sûr, pourquoi pas. Ce sont des projets qu'on peut travailler en partenariat avec le gouvernement. C'est toujours bénéfique pour nous parce qu'on peut vendre pour le problème on va lutter contre le gaz à effet de serre par hectare avec les gens de RED+. C'est toujours bénéfique pour nous. On a déjà fait ce projet-là et c'est... Aujourd'hui, les Congolais, les Louchois et les Katangais, pour construire, ils prennent du bois en Zambie, voire un peu plus loin. C'est un peu choquant, même ce qu'on appelle les bikonga pour allumer le feu. Bien sûr, c'est choquant. Pourquoi? Parce que les Zambiens, les Tanzaniens, ils ont appris en géographie que nous avons des forêts denses et nous sommes les poumons économiques en forêt. Et des fois, on chante même que pays solution. Alors si le pays solution va commencer à aller acheter le bois auprès de nos amis en Zambie, bon, je ne sais pas si on leur donne aussi cette solution de pouvoir finir leur bois sapin. Et nous avons décrié cela parce que nous perdons aussi assez de devises. Si nous devons commencer à acheter auprès de nos amis en Zambie, ce sont des millions de dollars que nous perdons ici chez nous, qui pouvaient être bénéfiques. Comme vous dites que si nous créons des parcs à bois, où on peut commencer à planter et revendre après autant d'années, 5 ans, 6 ans ou 7 ans, le bois qui pousse, et toutes nos maisons qu'on construit ici, on consomme le bois qui vient d'ailleurs. C'est inconcevable du moment que nous avons aussi des forêts assez denses, même des forêts claires, qui pourraient être bénéfiques pour nous. On peut même gagner de l'argent avec la taxe carbone. Oui, c'est quand vous avez déjà votre parc à bois, de bois debout, vous allez gagner avec la taxe carbone. C'est bien même le projet qu'on a discuté avec le commissaire à l'environnement, qu'on a mis sur la table. Donc quand je vous dis que c'est bénéfique, nous investissons, et ce n'est pas l'argent jeté, mais après demain, nous allons toujours récupérer. C'est gagnant-gagnant, le gouvernement et nous, et ainsi que tous ceux qui seront tout autour, donc la population riveraine, qui va en bénéficier. À l'époque, ici à Lubumbashi, où nous sommes, on pouvait à moins de 3 km avoir du bois pour que les gens puissent avoir du bois de chauffe. Aujourd'hui, il faut aller à 40-50 km. Quand les gens coupent pour le charbon, on vous met dans le même sac. Oui, quand les gens coupent le charbon, on nous met dans le même sac. C'est quand on ne maîtrise pas les secteurs. Mais ceux-là qui sont dans le secteur de l'environnement, ils savent que nous coupons, nous avons une coupe sélective. Moi, quand j'achète, j'ai un hectare. Dans l'hectare que moi j'ai choisi le bois que je vais vendre, que l'acheteur en a besoin. Mais tandis que celui qui fait le bois de chauffe
il lui coupe tout ce qu'il y a parce qu'il a besoin de rentabiliser, il a besoin de faire assez de sacs de braise et il fait ses calculs là-dessus et il coupe tout ce qu'il y a et je ne sais pas, il paye où ses taxes. Donc c'est là où il y a le problème. Peut-être l'autre problème aussi, un opérateur congolais peut avoir tous les permis possibles, mais à la fin, c'est les Chinois qui viennent couper. Non, ce n'est pas les Chinois qui coupent. Comme vous venez de dire, un opérateur économique, il fait le commerce. Donc je dois faire mes bénéfices. Quand je paye les taxes à l'État, je paye les taxes de reboisement, ce que je gagne, je vais le déclarer parce que j'ai un numéro d'impôt. Donc je suis un opérateur économique, j'ai de l'État. Donc ce n'est pas les Chinois, lui, oui, c'est tout à fait normal, il vient, il achète. C'est comme aujourd'hui, nous avons nos minéraux de cuivre. Nous vendons quoi? Les minéraux de cuivre ou bien nous vendons le cuivre déjà traité? Non, nous vendons le minerai de cuivre à un prix faible, mais c'est les Chinois qui viennent aujourd'hui, qui donnent sa valeur ajoutée, il part avec. Le Chinois est-il autorisé à se rendre en forêt et couper? Ils ne sont pas autorisés. Ça, c'est vraiment... mais il semble, si nous parlons à l'époque de M. Moulagna, il avait déclaré qu'il en avait trouvé. Est-ce qu'il avait arrêté un Chinois en forêt? Il en avait des preuves. Donc il n'y en a pas? Il n'y en a pas. C'était juste une façon qu'ils ont spéculé ce message pour... quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Donc c'était juste ça. Vous n'avez pas de reproches à faire à certains de vos membres qui ne respectent pas toutes les lois? On les reproche. On leur reproche, on leur dit de revenir en ordre. Et quand ils ne sont pas en ordre, quand les services tombent dessus, en tout cas, ils payent des amendes transactionnelles. Hein. On les arrête et ils payent des amendes transactionnelles. Et on leur dit revenez en ordre parce que quand tu payes les amendes transactionnelles, tu es toujours perdant parce que tu ne feras plus de bénéfices. Mais si tu reviens en ordre, tu payes ton permis, tu payes tout ce qu'il faut payer, tes taxes, eh bien, tu vas circuler librement pour aller le vendre. Donc, tu quittes le lieu de coupe jusqu'au lieu de la vente, donc tu n'as aucun problème parce que tu es retracé. J'en parle justement parce que si nous prenons la fameuse forêt du Miombo, qu'on retrouve par exemple chez Chef Katanga, quand vous parlez avec les habitants, même en ce moment, il y a des gens qui coupent. Vous avez une idée sur... Il y a des gens qui coupent du bois? Il y a des gens qui coupent, je crois que vous êtes bien informés. La ministre de l'Environnement national avait amené des investisseurs qui doivent déboiser 15 000 hectares. 15 000 hectares, donc vous faites, c'est à grande échelle, c'est une coupe à grande échelle. Par rapport à quelqu'un qui doit couper ce bois pour se faire nourrir. Alors, vous n'allez pas priver ces gens qui n'ont pas de structure, ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas d'électricité pour lui dire que non, tu ne vas pas couper le bois pour que tu puisses vivre. C'est quasiment impossible. 15 000 hectares, ça me semble énorme. C'est énorme, mais on les a distribués. C'est toujours dans cette même forêt claire de Miombo, c'est là où ils sont. Maintenant, je ne sais pas, cette forêt claire, oui. Ça sera encore plus clair maintenant. Parce que la forêt, c'est aussi un garde-manger, les chenilles, les champignons, tout cela disparaît. Ça disparaît, maintenant nous allons voir quel sera le mécanisme qu'ils vont mettre en place. J'espère que ces investisseurs sont en train de payer leurs taxes de reboisement aussi. Je ne sais pas s'ils vont reboiser toujours à l'Équateur ou à Kisangani, ou soit ils vont reboiser dans les alentours de la forêt claire de Miombo pour la rendre encore un peu viable. Donc, on privilégie certains investisseurs qui viennent d'ailleurs par rapport aux Congolais. Oui, c'est toujours le mal qu'on a toujours constaté. Quand un investisseur vient, on le privilégie parce que, je ne sais pas, il vient investir dans notre pays et en décimant aussi les mêmes forêts qu'on nous a, nous, fait porter ce chapeau des coupeurs en désordre. Mais quand vous prenez les 15 000 hectares par rapport au nombre des exploitants, même si vous mettez les illicites, on ne dépassera pas plus de 150 ou 200 exploitants. Monsieur Monga Pythagore, c'est un sujet intéressant, ce n'est que le début. J'espère qu'on pourra vous retrouver dans nos studios pour de futures émissions. Je vous remercie. Merci Monsieur Paul, je serai disponible à tout moment pour essayer d'échanger à ce sujet. Merci beaucoup. Merci. Question d'actualité, c'est maintenant. Question d'actualité, c'est maintenant. Parole de foi média. L'actualité. Actualité.